Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Le bon Dieu me rend la compétition un peu dure, hein? C'est une si belle journée. Mais je suis toujours très touché de voir que vous venez, que vous revenez. Et alors donc, aujourd'hui, on aborde notre 4e conférence. Et ce que je voudrais d'abord faire, c'est de vous situer un peu où on en est rendu. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'était, et les 2 dernières fois en fait, c'était que, vous avez vu, il y a une espèce de conflit entre représenter un individu particulier puis essayer de traiter malgré tout des caractères plus généraux, plus permanents aussi, et on les a cherchés où dans la race ou, disons, le type ethnique, qui serait plus juste, ou dans la physionomie. Et le danger, évidemment, de ce type d'approche-là, c'est que le côté permanent prend le dessus sur l'individu. Et je vous avais fait remarquer justement qu'on a, par exemple, les portraits de noirs ne sont pas identifiés avec des noms propres. On dit dark girl, et on ne va pas jusqu'à donner des noms précis, un nom de famille puis un prénom. Et c'est la même chose avec les Indiens. On a vaguement retenu leur nom. Enfin, même si Holgate a pris la peine de les noter, il reste que on voit plutôt le type hein, que l'individu. Et donc, ça, c'est le danger un peu, c'est que le côté permanent prenant le dessus, on aboutit à des types sociaux, des genres, si on veut, puis on perd l'individu. Et alors, à ce moment-là, on peut dire qu'on perd le portrait aussi en même temps. Hein. Alors, c'est ce qui va arriver avec la physionomie, c'était un peu la même chose. On cherche dans la structure des os, si on veut, des caractères stables, puis là, on crée des types, l'homme intelligent, l'homme stupide comme un bœuf, etc. Enfin, on finit par, là aussi, éviter ce côté individuel qui est si important. Et c'est pour ça qu'au fond, quand on regarde la tradition du portrait, en fait, dans l'histoire de l'art, on voit qu'on a essayé de toute autre façon, au fond, de mordre un peu, j'allais dire, davantage sur l'intériorité du personnage. Essayer de trouver des moyens où on pourrait davantage représenter ce qu'il est comme individu et vu de l'intérieur, et pas simplement la structure de ses os ou la façon dont son origine ethnique l'a formé. Hein, vous comprenez qu'on a voulu aller de ce côté-là. Et là, une des façons de toucher à cette intériorité, je dirais, c'est de s'occuper de l'occupation du personnage. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Quel est son métier? Quelle est son activité la plus courante, etc. Parce que là, au moins, on aurait quelque chose de lui. Et en même temps, ça permet de traiter de l'individu de façon très, très particulière. Les deux, là, ne s'opposent pas. Hein? On peut à la fois, donc, traiter d'un individu, puis aussi suggérer quelle espèce de métier, quelle espèce d'occupation à laquelle il s'occupe. Et la même chose, vous allez voir, la semaine prochaine, on va faire le même type de raisonnement avec la classe. Hein? Donc, dans un cas, c'est le rapport au travail, si on veut, et dans l'autre cas, c'est le rapport à la société dans laquelle on est, où on se situe, est-ce qu'on est un prolétaire, est-ce qu'on est un bourgeois, ou comment est-ce qu'on se situe dans la société. Et même, enfin, finalement, je voulais aborder cette notion de rang, c'est-à-dire là, de réfléchir sur le rapport du portrait avec le pouvoir. Hein? Évidemment, quand on fait le portrait d'un pape ou d'un roi, on ne le fait pas comme celui d'un ouvrier. Hein? Il y a tout d'un coup, là, il y a des considérations qui rentrent, qui fait que tout est bouleversé. Alors, voyez-vous un peu d'où on vient, où on va. En fait, là, donc, on voudrait aborder un peu plus le caractère intérieur des personnages. Et dans les débuts du portrait, ça, c'est, en fait, disons, surtout dans les Pays-Bas et en Allemagne, vers la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, là, on voit souvent des portraits qui représentent, par exemple, un banquier ou un astronome, ou entourés d'objets qui le représentent. Hein, par exemple, un banquier va être représenté avec des sous, avec des petites balances pour peser de l'or, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on va suggérer par les objets qui sont autour de lui son métier ou son occupation. Et la tradition à laquelle ça se rattache, ça, elle est ancienne, si on veut, c'est la tradition des représentations des saints avec leurs attributs. Hein. Quand on avait, disons, représenté, comme ici, c'est des tableaux de Dürer, quand il voulait représenter, disons, ici à ma gauche, disons, Saint-Marc et Saint-Paul, alors, comme ils n'avaient jamais vu, évidemment, et puis personne non plus, alors donc, la seule façon de les identifier, d'une certaine façon, c'était de les associer avec des attributs.
Et dans le cas de Saint-Paul, c'est pour ça que je vous ai fait un petit close-up à côté là, pour voir, en général, il y en a toujours deux. Il y a un petit rouleau de papier qui fait allusion évidemment au fait qu'il écrivait des épîtres, hein? Et je ne sais pas, ces épîtres étaient un peu plus longues que ce qui est sur ce petit papier-là, mais en tout cas, de toute façon, c'était une façon de symboliser ça. Et une épée, hein, vous voyez, juste à côté de lui. Et ça fait allusion à la façon dont il aurait été martyrisé à la fin de sa vie. Il aurait été décapité à Rome par les Romains, en fait, donc il serait mort martyr. Au premier plan, vous avez Saint Marc. Alors lui, il est représenté avec un gros livre parce que c'est un évangéliste. Et alors donc, là, l'Évangile est symbolisé par ce gros livre-là. Hein. C'est ça qu'on appelle un attribut. Hein. Et dans mes portraits anciens, disons, de banquiers ou d'autres, on pourrait dire que c'est un peu la même idée. Il est associé avec des objets qui appartiennent à son univers et qui sont comme ses attributs et qui permettent à un spectateur de se rendre compte de qui il s'agit tout de suite, hein, de le définir par son occupation. À droite, ben là, si vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose sur la religion catholique pour savoir qui est le personnage tout à fait à droite. Il tient dans ses mains des clés, donc c'est Saint-Pierre, hein, auquel Jésus avait donné les clés de son Église, etc. Et au premier plan, ce jeune homme, c'est certainement Saint Jean, avec lui aussi un petit livre, là, parce qu'il est évangéliste. Alors, voyez comment ça fonctionne. Hein? Et là, je vous donne des exemples, justement, de ces portraits du début de enfin, vraiment le début des portraits modernes, si on veut, faits par des peintres soit néerlandais, comme celui à gauche, là, qui est fait par un monsieur qui s'appelait Jan Gossart, ou m'abuse. Alors, c'est un portrait d'un marchand, cette fois-là. On ne sait pas qui il est exactement, mais en fait, c'est certainement un individu très caractérisé, en fait, celui qui est à ma gauche, qui est à votre gauche. Et il est en train d'écrire, puis derrière lui, il y a des piles de documents, enfin, avec d'ailleurs des titres. Là, il y en a un qui s'appelle Harley Handen Missiven, ça veut dire les comptes là, qui ont été payés, puis de l'autre côté, ceux qui ne le sont pas encore. Alors, il est vraiment comme un marchand, il est représenté comme ça, avec tous les objets autour de lui qui sont comme ses attributs, hein, et qui permettent de l'identifier comme marchand. Alors que dans le tableau à droite, qui est fait par Holbein le Jeune, là, vous avez au contraire affaire à un scientifique. Enfin, on voit bien par les instruments qui sont autour de lui qu'il n'y a rien à voir avec la banque, lui, ou avec la marchandise. Il est un astronome, en fait, alors d'où tous ces instruments de mesure, etc., puis son petit carnet avec des notes. Alors lui, d'ailleurs, il a été actif beaucoup en Angleterre, ce bonhomme-là, et il était très ami avec Thomas More, et aussi, il a été pendant un bout de temps l'astronome d'Henri VIII. Alors donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment très identifié à ce métier-là. Mais vous voyez que dans les deux cas, on fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on présente un individu très particulier, qui n'est pas du tout un type, là, plus qu'un autre, c'est vraiment un individu, et on identifie son côté plus permanent avec les objets qui sont autour de lui et qui font rapport à son travail, à son occupation. Hein. Et si je reviens à nos habitants de Cisor-Côté, qu'on voyait la dernière fois, vous allez voir que ça fonctionne un petit peu de la même façon, surtout le bronze qui est là. Hein. Je vous avais signalé que sur la base sur laquelle il repose, on a des instruments qui sont associés à son métier. Hein. Comme par exemple, là, vous aviez un fusil, une espèce de petite corne pour de la poudre, etc. Alors ça, c'était le côté un peu chasseur. Et de l'autre côté, évidemment, là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait deux photos. De l'autre côté, on voit au contraire, là, les instruments propres à l'habitant, c'est-à-dire une faux, une faucille ou des choses comme ça. Hein. Et c'est vraiment donc la même chose, c'est qu'on a un portrait d'un individu, le père Esdras Cyr, là, que je vous répète de l'autre côté, associé à ses attributs et qui permet là de l'identifier. Évidemment, quand je vous avais montré ces images-là la dernière fois, j'avais rattaché ça, vous savez, il y a comme deux cours, là, deux conférences passées, j'avais rattaché ça à des préoccupations d'expression de la race. Hein, vous vous souvenez de ça? Et effectivement, une des questions que se posait en particulier l'abbé Groulx dans le temps et qui, à mon sens, sont reflétées ici par César Côté, c'était comment commence une nouvelle race? Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui va créer tout d'un coup une nouvelle race? Et là-dessus, l'abbé Groulx, au fond, suit le philosophe français Hippolyte Taine, hein, qui n'est pas le plus grand des génies, mais en tout cas,
Taine avait dit en gros que la race, c'est ce qui est de plus stable, etc. Ça se transmet de génération en génération, il n'y a rien à faire, vous êtes pris avec ça. Ça vous détermine à la fois physiquement puis aussi moralement, c'est-à-dire vos caractères, votre psychologie est toute définie de cette façon-là. Mais en même temps, Taine dit l'inverse. Il dit, au fond, de même que les différents climats créent de différentes espèces animales, de même pourquoi il n'y aurait pas, selon les climats, différents types d'humanité, comme ça, qu'on pourrait retrouver à un endroit ou l'autre. Alors ça, c'est autre chose, évidemment. Est-ce qu'on peut dire c'est la race qui fait l'histoire ou c'est l'histoire qui fait la race? Hein? Alors, chez Taine, on a une situation un peu ambivalente, un peu ambiguë comme ça. Quand l'abbé Groulx reprend ça, lui, dans ses termes, il voit d'abord l'idée que la race canadienne-française est créée par le climat. Hein, parce que notre environnement ici, il dit c'est très froid, c'est très dur, et les gens sont arrivés ici, ont été obligés de défricher des forêts, c'était très, très difficile à faire, et donc ça a créé tout de suite un certain nombre de conditionnements, si on veut, qui a fait qu'on a créé un type particulier qui s'appelle le Canadien français. Hein. C'est un peu comme ça. En fait, l'importance du climat, l'importance de l'environnement dans lequel on évolue. Et là, bon, ça pourrait toujours aller. Enfin, mais là, à un moment donné, on commence à donner un petit coup petit coup de pouce dans l'autre sens, vers le racisme, si on veut, quand on dit... oui, et d'ailleurs, il est démontré, puis là, il cite le géographe Jean Brune, bon, en tout cas, de toute façon, peu importe sa source, il est démontré que les races supérieures vivent dans des climats rigoureux. Hein? Autrement dit, donc, on tombe bien, nous autres, il fait froid, on a en plein ce qu'il faut, et les races inférieures, ça serait dans les pays chauds, là, où il y a les steppes, comme il dit, enfin, des choses comme ça. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus dangereux comme raisonnement, parce que là, vous arrivez à suggérer justement qu'il y a, non pas, il y a une diversité humaine, mais vous traduisez les différences en inégalité, égalité, ou supériorité ou infériorité. Hein? C'est deux choses d'être différents, mais d'être égaux ou inégaux, ça, c'est autre chose. Hein? Alors, donc, là, il y a une espèce de mélange là, qui s'introduit là, et que, effectivement, Groulx ou d'autres n'ont pas su beaucoup éviter, à mon sens, en tout cas, de toute façon. D'autant plus que ça peut aller... tu sais, je voyais dans une citation d'un monsieur Parkin, que je ne connais pas, mais paraît-il, c'est un écrivain anglophone canadien qui a eu son moment de gloire. Et lui aussi, il répétait ça. Il dit, le Canada, c'est formidable parce que c'est froid, ça va éloigner les Noirs. Il dit Negroes en plus, alors il n'est pas très gentil. Et ce qu'il appelle les Italian Organ Grinder, ça veut dire les orgues de barbarie, là, les Italiens qui jouent de l'orgue de barbarie. Parce que le climat froid ne peut pas leur aller, eux autres, puis nous autres, puis ce climat froid-là crée, je ne sais pas par quel raisonnement tarabiscoté il arrivait à ça, les conditions de la démocratie, les conditions du fédéralisme, tout ce que vous voudrez. En tout cas, là, il voyait ça d'une façon extraordinaire. Moi, comme Canadien français, je me sens plus proche des Italian Organ Grinders que de M. Parkin. Bon, en tout cas, de toute façon, mais voyez le genre de raisonnement quand vous travaillez comme ça avec cette notion de climat pour expliquer la race. Là, hein? C'est toujours très ambivalent. Puis évidemment, celui qui est allé encore plus loin, là, c'est Drummond, quand il fait l'opposition entre les races supérieures, les Aryens, qui vivent dans les forêts et dans les forêts du nord de l'Europe, et les Juifs qui viennent de la steppe et du désert et qui sont des nomades, qui n'ont pas de racines, etc. En tout cas, vraiment, ce type, là, on a un raisonnement carrément antisémitique. Bon, là, ça, c'était une ligne d'interprétation de ce genre de représentation que vous avez chez Suzor-Côté. Ce n'est pas la seule, par contre. Et c'est ça que je voudrais aborder aujourd'hui plus en détail, c'est que on pourrait, OK, disons qu'on est d'accord là-dessus, que c'est ça qu'il voulait faire, mais pourquoi avoir choisi un paysan, quelqu'un qui est relié à la terre, au terroir? Hein? Pourquoi, en voulant créer le type du Canadien français, il n'aurait pas pris, je ne sais pas moi j'ai pensé tout de suite à un curé, tu sais, ça aurait été formidable, on a été tellement marqués par l'Église. Ou, non, mais disons, un commerçant, ça aurait pu être un ouvrier. Hein? Pourquoi avoir pris un paysan? Ça, c'est une bonne question. Ensuite, pourquoi avoir représenté en général des paysans âgés? Hein? Il y a certainement un intérêt pour la vieillesse. Et là, donc, on a, j'allais dire, deux autres clés pour commencer à interpréter ce genre d'image-là. Et, bon, pour vous donner d'autres exemples, je vais donner d'autres d'autres portraits faits par Suzor-Côté.
là, ici, du même personnage, un peu avec le même type de situation qu'on avait avec le Esdras-Sir. Alors, c'est un bonhomme, en fait, c'est intitulé le Père Cholette. Hein, c'est le nom du bonhomme, Jean-Baptiste Cholette, et qu'il a rencontré en ayant... C'est un cultivateur qui était actif en Ontario. En visitant un de ses frères, sur son côté, a rencontré ce bonhomme-là, puis il l'a trouvé sympathique, puis tout ça. Puis il a fait ces deux pastels que vous voyez. Un, oui, est vu de face, et l'autre, vu de profil. Et là, ils sont très différents, d'ailleurs, quand vous les regardez tous les deux. Si vous regardez seulement celui qui est de profil, à droite, il a l'air encore très vert, il a l'air encore très sûr de lui, il a le dos droit, il est bien appuyé sur sa chaise, puis il regarde en avant. Alors que celui qui nous fait face, il a l'air plus jeune d'une certaine façon, mais en même temps aussi moins sûr de lui, hein, comme un petit peu plus hésitant, un peu plus troublé par ce qui se passe. Et effectivement, si vous regardez un peu le décor qui est derrière lui, qui est juste suggéré, en tout cas, au moins ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il est à l'intérieur. Hein. C'est qu'il est rentré dans l'espace domestique. Hein. Après un certain temps, quand tu vieillis, tu es habitant, là, tu finis à la maison. Hein. Puis là, c'est plate. Tu es assis sur ta chaise, là, puis là, tu fais juste jongler hein, indéfiniment du bon vieux temps quand tu pouvais aller dehors, chasser, puis faire tout ce que tu voulais. Là, tu es pris avec les femmes, en plus. Hein. Tu es dans l'univers domestique, c'est fini. Là, le fun, it's over. Bon. Il y a un peu de ça. Hein? C'est ça qui nous suggère un peu. Puis en même temps, une espèce d'inquiétude parce que qu'est-ce qui s'en vient? Hein? Qu'est-ce qui peut... bon, il y a la mort, évidemment, d'où le problème de la vieillesse. Mais j'allais dire aussi ce problème très particulier de la vieillesse qui est une espèce de conflit entre la nature et la liberté. Hein? La nature qui commence à s'imposer de plus en plus. Et d'un autre côté, le besoin d'être libre, le besoin de faire... Tu sais, là, je suis là, j'essaie de branler ma petite main. Là, j'écrivais ça, puis je le sentais de l'intérieur un peu. Et on pourrait parler, je pense que j'ai emprunté cette idée à Luc Ferry, il dit, on peut parler d'une progressive réification hein, de la nature quand on vieillit. Le problème, on finit comme des choses, hein, finalement. T'sais, on s'en va de plus en plus choses. Alors, c'est pour ça qu'il parle d'une réification. Et ça, on pourrait dire, en fait, c'est un peu exprimé dans le visage, un peu inquiet, un peu angoissé du personnage vu de face. Hein. Et il y a d'ailleurs une bonne raison pour s'inquiéter parce que, comme on l'écrit à l'époque, on commence à sentir que ce genre de pionnier est en train de disparaître. Hein. Je vous cite un passage, en fait, c'est anonyme, là, mais disons, c'est écrit, ça a été publié dans une petite revue là, du temps qui disait « Les prochaines générations ne connaîtront l'habitant que par les tableaux des artistes canadiens qui l'ont vu dans les villages de la province de Québec et qui ont admiré et immortalisé ses traits caractéristiques, sa bonne tête et sa tuque traditionnelle. » Bon. Car l'habitant canadien, qui n'est pas un personnage de légende, mais un héros historique, l'habitant canadien disparaît parce que le moderniste le chasse de nos campagnes, le cultivateur bourgeois prend sa place, l'habitant disparaît, il apporte nos traditions. Heureusement, il a laissé sa foi à ses descendants et c'est ce qui les rend dignes de lui. Bon, la foi aux descendants, c'était peut-être en 1913, là, quand ça a été écrit, ça marchait peut-être encore, ça. Mais là, tu sais, depuis, on a eu le Bordua, au diable, le goupillon et la tuque, tout ce qu'on voudra. On est un peu loin de ça. Hein. On n'a pas retrouvé cette même espérance qu'au moins ils auraient transmis la foi et la religion. Et, mais là, vous comprenez un petit peu hein, comment... il y aurait donc, en plus de son problème de vieillissement personnel, il y a aussi cette idée que ce genre de bonhomme-là est en train de disparaître, il va être remplacé par l'agriculture organisée, industrialisée, etc. Puis ce genre d'habitat-là va disparaître complètement. Il y aurait un autre exemple aussi fait par toujours Suzanne Côté. Il s'agit là du père Taillon, Jean-Baptiste Taillon. Ils s'appellent tous Jean-Baptiste, je ne sais pas. Et encore deux pastels qui sont au Musée du Québec. Et alors là aussi, il n'a même pas réussi, il n'a même pas voulu le faire de profil. Hein. Il fait une vue de 3/4 à gauche et une vue de face frontale comme ça à droite, où il est, c'est d'ailleurs un tableau très célèbre, vous allez le voir reproduit très souvent, où encore on voit, enfin, j'ai l'impression de ne pas exagérer non plus, qu'on voit un petit peu cette même hésitation, cette même angoisse devant ce qui s'en vient. Hein. Et là,
La façon de réagir à ce processus de réification qui est en train de s'installer en vieillissant, c'est de devenir le symbole d'une idée. C'est Platon qui disait que l'âme ressemble aux idées. Vous savez que pour Platon, les idées sont immuables, ils sont dans le ciel des intelligibles, etc. Et donc, il dit qu'il y a une espèce d'affinité avec l'âme. Alors donc, une façon de résister au vieillissement, c'est de représenter une idée. Et évidemment, dans le cas, l'idée en question n'est pas une idée à la Platon, c'est pas une idée tirée du ciel des intelligibles, mais c'était des idées du genre qu'on avait à l'époque, les idées de nation, de race, d'histoire nationale. Hein, c'est ça que Suzanne Côté veut exprimer là-dedans, c'est que ces bons hommes-là sont en fait, par leur vie et leur témoignage, sont des représentants, enfin, de notre histoire. Ils sont nos ancêtres, ils sont ceux qui ont créé le pays tel que nous le connaissons. Hein. Et là, on pourrait dire, de cette manière-là, il sauve un peu le sens, ou il donne un peu de sens, au fond, à ces vies qui sont en train de se terminer et qui, je caricaturais toujours, où ces bons hommes-là s'ennuient, mais aussi s'angoissent. Hein? Mais la façon de donner un sens, c'est de les associer à une idée. Il y a aussi, fait par Suzanne Côté, toute une série de vieilles dames aussi, hein, qui ont été faites en parallèle avec ça. Des fois même, il a représenté le couple, là, monsieur et madame, mais des fois simplement une vieille madame comme ici, qui s'appelle madame Gauthier, hein, un fusain qui a été fait en 1925. La plupart de ces choses-là, d'ailleurs, sont au Musée du Québec, à Québec, parce qu'ils ont acheté ça tôt et ils ont collectionné beaucoup les choses de Suzanne Côté. Et là, on voit, elle a l'air occupée, enfin, à lire ou peut-être à dire son chapelet, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle est vue de profil comme ça et elle ne regarde pas le peintre, elle ne s'occupe pas du spectateur, elle est absorbée dans quelque chose, peut-être dans des souvenirs ou des choses comme ça. Quand on réfléchit au problème du vieillissement chez les vieilles dames, on ne peut pas faire un parallèle exact avec les hommes. Les hommes ont trouvé dans l'idéologie patriarcale, si on veut, surtout dans les sociétés paysannes, ont trouvé un sens par le fait que c'est eux qui transforment le pays et qui en font un pays habitable, cultivable, etc. Alors que les femmes sont réduites donc à l'univers domestique et aussi à faire des enfants et à aider aux travaux des champs. Si bien que quand ils ont atteint cet âge-là où ils ne font plus d'enfants, puis ils n'aident plus aux travaux des champs, là, elles, le sens disparaît. Le sens de leur vie disparaît beaucoup plus fortement que chez les gars qui peuvent encore jongler puis se vanter de ce qu'ils ont fait en Tabasco, puis ci, puis ça. Hein? Comprenez que là, il y a... Alors là, d'une certaine façon, pour Suzanne Côté, c'était d'essayer de voir du côté de ces vieilles dames-là, comment le drame se définissait dans leur cas. Hein? Et je vous donne un autre exemple. Là, vous avez le couple, là, les Moreau. Hein? La mère Moreau puis le père Moreau. Bon, le père est correct, lui, il a sa moustache, là, il est bon pour un autre 10 ans. Et, tu sais, on voit, il n'a pas l'air trop angoissé. Mais la mère, si vous regardez, elle a un visage très compliqué, très difficile à interpréter. Elle est à la fois peu sûre de ce qui va arriver, peut-être gênée par le fait que le peintre est là devant en train de faire son portrait. C'est assez difficile à définir exactement ce qu'elle peut ressentir ou vivre. Mon ami et collègue Laurier Lacroix parlait d'une dame résignée. Je ne suis pas sûr. Moi, je voyais un peu de défi là-dedans, un peu dans son visage. Hein, comme si elle n'est pas sûre de ce que la vie lui a imposé et pas complètement injuste. Hein. On pourrait, à la rigueur, parler d'un peu d'une certaine révolte. Ce qu'on n'a pas du tout chez le bonhomme. Le bonhomme, lui, est content, il a fait sa vie, il a fait tout ce qu'il pouvait. Puis là, il regarde, il pense à rien, en fait. Hein. C'est à peu près, je pense qu'il n'y a pas à faire de la grosse psychologie chez le bonhomme. Il pense presque à rien. Et là, disons, Suzanne Côté, qui a fait de la sculpture aussi, a été intéressée par ce personnage féminin, mais je pense que dans le plâtre qui est là, puis le bronze qui est là, vous savez, c'est comme ça qu'il procédait. On fait d'abord une espèce de maquette en plâtre, puis ensuite c'est coulé en bronze. Alors, c'est le même personnage avec une petite variante de présentation, mais c'est exactement le même personnage. Et là, on voit, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu dans la sculpture la subtilité qu'il y avait dans le dessin. Hein? C'est moins profond. Ça. Elle fait un petit peu Mémère Bouchard, là, tu sais, comme on avait dans le temps d'une paix, là, et la femme forte, etc., mais on n'a pas cette ambiguïté qu'on avait dans les personnages d'avant. Hein?
Alors, deuxième clé, donc, ce vieillissement, le problème du vieillissement, et finalement, évidemment, le problème du choix du paysan comme type de Canadien français. Et là, évidemment, là, je reviens à Groulx, parce que c'est lui qui va faire le joint, surtout, entre ce qu'on pourrait appeler le ruralisme, d'une part, l'intérêt pour le monde rural, et le nationalisme canadien-français. Là, vous voyez l'abbé Groulx en train de parler dans un cimetière, là, avec beaucoup d'éloquence, avec un petit micro, puis avec son public autour. Mais là, je mets ça comme image parce que je vais vous parler plutôt de ses idées, bien, pour avoir quelque chose sur l'écran. Mais en gros, voici comment est-ce qu'on pourrait raisonner. Premier point, chez Groulx, malgré qu'on trouve de temps en temps des éloges du monde industriel et de la nécessité pour le Québec de s'industrialiser, en général, il est très sévère sur le milieu urbain, hein, la ville. La ville est un lieu de perdition pour Groulx. Et là, enfin, je n'ai pas besoin de vous citer tout ça en détail, mais c'est très, très net que la façon dont il perçoit la ville est toujours très négative. Hein. Par exemple, donc, il dit, par exemple, c'est une monstrueuse organisation grégaire. Donc, comme s'il n'y a pas de structure dans la ville. Hein. C'est comme un troupeau qu'on tasse ensemble. Voyant la source de tous les maux rapides et effrayants, comme les mœurs avilissantes, les mauvaises lectures, le lieu d'amusement et de spectacle déformateur, la perte de la pudeur, le relâchement des liens conjugaux, l'abaissement de l'éducation familiale, la hausse de la criminalité. Ben, coudonc, qu'est-ce qu'on fait ici? Sauvons-nous en campagne. Hein? Alors là, vous avez donc cette façon très négative de représenter la ville. Hein? Deuxièmement, ce qu'il reproche le plus à la ville, c'est d'avoir été la cause de l'exode rural. Hein? Il vit, évidemment, à l'époque des années 20, 30, etc., dans lesquelles le Québec est en train de s'urbaniser, en fait, perdre, si vous voulez, beaucoup de ses campagnards qui viennent vivre en ville. Et pour lui, ça a été une catastrophe. Hein? C'est-à-dire cette coupure de la terre et de cette arrivée en ville, de cette transformation, il disait, de paysans autarciques, en fait, qui pouvaient vivre de leur terre, en ouvriers qui deviennent dépendants, en fait, de leur salaire, etc. Pour lui, ça a été la grande catastrophe. Et il rend la ville responsable, évidemment, de cet exode rural. Hein. Les prolétaires, d'ailleurs, les ouvriers, chez Groulx, sont décrits comme une classe inférieure, hein, tout le temps. C'est le paysan, lui, c'est une classe supérieure, mais l'ouvrier, lui, c'est une classe inférieure. Puis là, il vient dans un Québec, comment est-ce qu'il dit? Ah oui, qui serait... là, ils sont aux prises avec toutes sortes d'influences. Ils perdent la foi, ils perdent tout. Ils font des enfants, ils empêchent la famille. Alors, ça, c'est épouvantable, évidemment, parce qu'ils n'ont plus d'argent, puis c'est pas comme avant. Alors, toute l'ancienne morale, au fond, d'une certaine façon, lui paraît liée à la campagne. Vous comprenez comment le raisonnement du ruralisme et du nationalisme va marcher ensemble. Hein? Comment ces deux choses-là. Et il finit en disant, troisième idée, supériorité intrinsèque de la condition de paysan sur celle d'habitants des villes. Hein? Il dit, mieux vaut un Canadien français perdu dans l'Ouest sur une terre qu'un Montréalais. Hein? C'est à peu près ça. Hein? Alors là, on est... Et là, évidemment, la solution pour Groulx, c'est la colonisation. Retournons à la terre. Quand les gens disent, oui, mais quel remède nous proposez-vous devant cette situation épouvantable? Bien, il faut retourner à la terre, il faut aller en Abitibi, il faut aller dans le nord, puis cultiver ces terres-là qui n'ont pas été encore touchées. Hein? Tout ce fameux mouvement de retour à la terre là, qui a eu lieu avec le curé Labelle, puis d'autres, comme vous savez, et tout à fait, ça lui paraît être la solution au problème. Hein? Alors donc, vous voyez une espèce... Derrière ça, l'historien Michel Brunet a appelé ça l'agriculturisme, cette façon de raisonner, hein, dans laquelle on attache de l'importance intrinsèque, enfin, en valeur, à la vie paysanne, et on en fait presque une espèce d'hypostase, si on veut, au contraire, on décrit la ville comme un milieu de perdition et on s'oppose à ça. Et d'une manière, pourquoi? Parce que d'une certaine façon, la vie des paysans, c'est une vie plus stable, c'est une vie cyclique, qui se répète, et où les traditions se gardent mieux, et où, d'une certaine façon, la nation canadienne-française trouve son véritable âme. Vous voyez le rapport entre ruralisme, agriculturisme, si on veut, et le nationalisme de droite qu'on avait avec l'abbé Groulx.
L'autre, moi, je me suis demandé s'il y avait une influence, en fait, qui aurait pu amener Groulx de ce côté-là. Il y a certainement ces lectures de l'écrivain français Barrès. Hein? Barrès, que je vous montre ici, enfin, dessiné par Félix Vallotton, enfin, c'est pour ça que vous avez FV en dessous, là, était un écrivain, enfin, qui est beaucoup moins lu maintenant, mais je me souviens, enfin, dans mon enfance, là, mes parents lisaient ça, ils trouvaient ça beau, etc. Alors, Barrès, c'est vraiment ça, on définit l'attachement national par la terre, par l'attachement à la terre, et par le respect des morts, c'est-à-dire par le respect des ancêtres. Hein, de tout. Et Barrès dit carrément, d'ailleurs, il dit « Tout ce qui bouge me déplaît, j'aime la fixité, j'aime le passé, parce que le passé ne change plus. Hein? Le passé est fixe. Hein? » Et là, certainement, la lecture de Barrès, de Maurice Barrès, par l'abbé Groulx, a pu l'influencer, en fait, dans son genre d'idéologie. L'autre question que je me posais, c'était, est-ce qu'il y a des gens qui, avant César Côté, ont proposé des portraits d'habitants comme lui? Et le truc qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est Krieghoff. Hein? Krieghoff a fait, effectivement, des têtes d'habitants comme celle que je vous présente là. Il en a fait des centaines, en fait. Hein? Et c'est en général pas très bien vu par nos historiens d'art ni par personne, parce que c'était manifestement une production très commerciale. Hein? Ils vendaient ça aux officiers anglais qui revenaient à la maison en disant « Do you want to see a typical head of one of our French Canadians in the colony there? » Puis là, ils arrivaient avec ces histoires-là. Hein? C'était très certainement une production de type commercial. Mais par ailleurs, comment expliquer que chez Krieghoff, on a aussi cette même intention, ou est-ce que c'est la même intention qu'on avait chez César Côté? Première chose qui frappe, c'est que dans le cas de Krieghoff, on n'a jamais de nom personnel pour les personnages. C'est toujours un type. Hein. Ce qu'il cherche, lui, c'est pas du tout de représenter le père Cyr, le père Cholette ou le père Moreau. Hein. C'est un type d'habitant, d'où la tuque, d'où la pipe aussi. Hein. Le rapport avec la tuque rouge, qui va être repris évidemment par les Patriotes en 1837, et aussi le tabac. Hein. Ça suffit pour caractériser l'habitant. Et là, à partir de là, il y a des variations. Il y en a des fois, enfin, aussi plus vieux, des fois un peu plus jeunes. C'est un peu difficile de fumer avec ça. Il faut avoir du talent, hein? Pas que ça tombe tout à terre, pas salir le plancher. Mais en tout cas, de toute façon, Krieghoff a créé comme deux... On a l'impression, d'ailleurs, c'est presque le même personnage, vieilli ou rajeuni, selon les cas. Et là, comme je vous dis, il y en a fait beaucoup de ces personnages-là. Et là, donc, si on voulait les caractériser par rapport à César Côté, on dirait que César Côté fait des portraits, hein, malgré tout, puisqu'on a des individus. OK, ces individus-là charrient beaucoup de significations. Enfin, j'ai dit, il y a la race, il y a le vieillissement, il y a le nationalisme, le ruralisme. Il y a plusieurs couches de signification. Mais chose certaine, c'est toujours un individu qui représente, qui symbolise tout ça. Alors que chez Krieghoff, non. Krieghoff, on a l'impression on a créé un type. Et d'ailleurs, il y a un philosophe allemand de son époque, enfin, peut-être, je ne sais pas si Krieghoff le connaissait, mais en tout cas, de toute façon, qui dit à peu près ceci: chaque nation qui a un droit à l'existence et la plus petite nation a le droit à sa culture, etc. Tu sais, c'est un peu la réaction contre l'Aufklärung, contre le siècle des Lumières qui parlait d'universalité, où tout le monde est pareil, en fait, les normes s'appliquent à toute l'humanité, etc. Herder, c'est la réaction inverse, c'est la réaction, non, les nations sont différentes, chacun ses coutumes, chacun ses langues, chacun son folklore, et il n'y en a aucun qui est méprisable, et donc on devrait pouvoir vivre comme ça en parallèle, en fait, tout le monde, en conflit éventuellement aussi, mais en tout cas, de toute façon, en respectant toutes les variantes culturelles. Hein? Tout à fait différente d'une position comme Kant ou Hegel, ou des gens qui voient au contraire l'humanité comme un phénomène universel, hein, où les normes, disons, morales s'appliquent à tout le monde. Et tu ne tueras pas, c'est aussi vrai pour un Japonais que pour nous. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Alors que là, chez Herder et en fait des penseurs allemands qui auraient pu, dans lesquels en fait, Krieghoff aurait pu trafiquer un peu, au contraire, suggère que pour chaque nation, il y a des types et qu'on pourrait donc les définir. Et je pense que c'est ce qu'ils tentent de faire. D'ailleurs, à mon sens, ça rend ces portraits-là plus intéressants que simplement de voir comme des espèces de caricatures où ils se moquent un peu des Canadiens français, ou de voir ça comme du côté bon enfant, un peu facile, etc. Je pense qu'il y a plus que ça. Ils cherchent à créer un type. Hein? Et des fois,
il y a une petite variante, là, comme ici, et je mets ça en parallèle avec un dessin de Suzor-Côté, un fusain de Suzor-Côté, pour montrer justement qu'on a affaire à deux mondes complètement différents. Un, c'est vraiment un type, ça peut être n'importe qui, ça peut être tiré de son imagination. Et l'autre, au contraire, c'est M. Balthazar Paradis. En fait, c'est un bonhomme qui a un nom. Il a l'air d'un vieux fou, un peu d'espèce de mystique là, qui regarde au ciel, mais il y a une individualité. Hein? Comprenez ce que je veux dire en disant que Krieghoff crée des types, mais il ne crée pas de portrait. Hein? Il crée une ressemblance, si on veut, mais ce n'est pas un portrait parce que ce n'est pas vraiment un individu qui est représenté, c'est plutôt une image générale. Hein? Et bon, il y a peut-être une exception chez Krieghoff, c'est ce vieux bonhomme qui se promène avec sa hache et sa scie. Alors là où il monte un peu actif. Hein? Dans les autres, il n'y a pas d'activité, sauf fumer, ouais. Mais il n'y a pas vraiment d'activité comme habitant. Alors là, de temps en temps, il a fait des vieux personnages comme ça, allant défricher la nature. Mais encore là, ils sont aussi peu définis au point de vue individuel, si on veut, que les autres portraits. Hein? Alors ça, donc, si on cherche des ancêtres à Suzor-Côté, Krieghoff, oui, mais point d'interrogation, faites attention, c'est pas... Tu sais, ça peut se ressembler de l'extérieur, mais ça n'a pas la même intention. C'est toujours important, ça, de voir quels sont les contextes dans lesquels les œuvres sont créées, quelle est l'intention des peintres, parce qu'on peut avoir des choses... Tu sais, on peut avoir la même forme avec des sens différents, puis on peut avoir des formes différentes avec le même sens. Hein? Les deux situations sont possibles. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a des suites à Suzor-Côté? Est-ce qu'il y a eu des artistes qui ont tenté de donner une suite à ce que Suzor-Côté faisait? Et là, évidemment, celui auquel on peut penser, c'est pas un peintre, mais c'est un sculpteur, c'est Alfred Laliberté. Hein? Là, vous avez un portrait fait par Sheriff Scott de Alfred Laliberté. Bon, c'est un bon portrait parce que c'est vraiment comme ça qu'il est très ressemblant, si on veut. Puis il tient une motte de glaise dans ses mains. Enfin, il l'a représenté donc comme un sculpteur avec une assez curieuse luminosité autour de la main, comme s'il suggérait là que c'était là que se passait vraiment le rapport entre la matière et la main du sculpteur. C'est là que se passait un peu l'inspiration du personnage. Et Laliberté a fait une série de têtes, là, vous les voyez en haut sur la tablette, là, qui sont en fait un peu l'équivalent en sculpture de ce que Suzor-Côté voulait faire, c'est-à-dire ça représente en général des travailleurs qui sont liés à la terre de quelque façon. Ça peut être le cultivateur, ça peut être le forgeron de village ou des choses comme ça. Ça va être des hommes de métier. Et il en a fait toute une série comme ça. J'en montre un de plus près qui s'appelle le cultivateur. Alors, manifestement, il s'agit d'un personnage particulier, parce que c'est quand même une figure très, très individualisée. Hein? C'est pas un type là, à la Krieghoff. Par contre, là, il ne nous donne pas son nom à lui. Hein? Il ne fait pas comme Suzor-Côté, nous donner son nom. Et il a fait à peu près, on en compte à peu près 13 de ces têtes-là qui ont été faites comme ça, puis finalement coulées dans le bronze. Et là, la solution de Laliberté, c'est d'écrire sur le socle de quoi il s'agit, le cultivateur. Et voyez donc, ça, c'était une solution verbale au problème que les attributs dont je parlais au début de la conférence, en fait, c'est une façon verbale de solutionner le problème que les attributs solutionnaient. Hein. Les attributs le faisaient visuellement. Ils montraient à côté d'un banquier des sous et une petite balance ou des papiers. Et là, donc, ils nous suggéraient l'identité ou en fait l'occupation du personnage. Ici, si on a juste la tête et si on n'avait pas le titre en dessous, on ne saurait pas de quoi il s'agit. Ça pourrait être un vieux monsieur de n'importe quoi. Peut-être un notaire ou peut-être un politicien, n'importe quoi. Alors que là, en écrivant dessus le cultivateur, il le typait, il le mettait, il lui donnait une identité, disons, si on veut. Mais là, pas alors, c'est un drôle de portrait. C'est un portrait... C'est comme, si vous voulez, c'est presque l'autre côté de la médaille de ce que Suzor-Côté fait. Suzor-Côté donne l'importance à l'individu, puis il va vers l'habitant, si on veut. Puis là, on part de l'habitant pour s'en va vers l'individu. Hein. C'est un peu... C'est très, très voisin comme intention. Par contre, Laliberté s'est occupée de faire autre chose. Il a fait une série de figurines. Je pense qu'il y en a 214 ou quelque chose comme ça. D'abord en plâtre, puis ensuite coulées dans le bronze, qui sont censés représenter un petit peu toutes sortes de métiers de la ferme. Hein.
Là, vous les voyez, vous en voyez quelques-unes là, sur des tablettes dans son atelier. Vous savez qu'il y avait un atelier sur la rue Sainte-Famille. Il avait acheté ça, d'ailleurs, c'était une maison assez grande dans laquelle il louait aussi des ateliers à d'autres artistes. Enfin, il était tout installé là. Et moi, je me souviens d'avoir visité ça quand j'étais à l'École des Beaux-Arts, là, dans les années 60-65, première tâche d'enseignement. Ça, je souhaite à personne d'enseigner l'histoire de l'art aux Beaux-Arts. C'était quelque chose, en tout cas. Je me rappellerai toujours mon premier cours. Je rentre dans la salle, les gars lisaient la presse ou le devoir, puis les filles tricotaient. Alors, ils s'en venaient à un cours théorique. Ils étaient préparés. Alors, c'est là que mais je dis toujours que c'est là que j'ai appris mon métier, parce que arriver à intéresser ce bande de monde-là, c'était pas facile, en tout cas, essayer de le retrouver. En tout cas, de toute façon, donc, près de l'École des Beaux-Arts, sur la rue Sainte-Famille, il y avait cet atelier de la Liberté qui a été conservé. D'ailleurs, on pouvait visiter ça, je ne sais pas trop comment. C'était comme un peu abandonné. Et là, on voit sur les tablettes, en fait, cette série de métiers, si on veut. Ah, il en a fait toute une série. C'est comme... Alors, en général, leur titre, c'est simplement l'homme avec sa faux. Hein. L'autre, c'est le scieur de bois. Enfin, puis je vous les montre un peu rapidement. Il y avait le lieur de gerbes. Hein. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là qui est apparue tout d'un coup? Qu'est-ce que je fais, là? Il faut que je fasse attention, parce que si je fais quelque chose de stupide, tout... Qu'est-ce que vous feriez? Hein? Cliquez à côté. Oui. Ah! Et là, je clique. Les génies qu'il y a dans la salle ici. OK, je continue. Là, vous aviez le râteau et la faucille. Donc, toute une série de petites figurines comme ça qui représentent, au fond, tous les métiers de la ferme. Et là, la Liberté, d'ailleurs, a dit que pourquoi il a fait ça, c'est qu'il était lui-même issu du terroir, et donc, il avait vécu dans son enfance sur une ferme, et que, à cause de ça, donc, il connaissait toutes ces choses-là de l'intérieur, hein, et donc, il pouvait essayer d'exprimer, en fait, tous ces métiers-là. Et, disons, un dernier exemple, avec la corvée du couvre-lit, en fait, les femmes qui cousent le fameux couvre-lit, la courte pointe, là. Hein? OK. Là, évidemment, ce genre de production-là a été à la fois admiré. Hein? On a dit, ah, ça, c'est un sculpteur qui vraiment sauve tout le terroir, puis qui va nous garder en mémoire tous ces vieux métiers-là qui sont en train de se perdre. Puis d'autres, au contraire, ont commencé à dire, bon, quand ça commence à faire, là, 214, là, c'était un peu ennuyeux. Certains critiques ont dit que ces personnages étaient un peu mous, hein, ils faisaient un petit peu, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu en argile plus qu'en bronze. D'autres, évidemment, attaquaient carrément l'idée de répéter encore les sempiternels terroirs, qu'on en sorte un peu, qu'on fasse d'autres choses que du régionalisme. Et ces appréciations-là, à mon sens, manquent un peu le but de la Liberté. La Liberté, c'est un peu presque de l'ethnographie qu'il fait. Hein? C'est pas du grand art, mais c'est la préoccupation qui est derrière là, c'est une préoccupation de type ethnographique. Et ça, c'est tellement typique que les mêmes penseurs qui sont à l'origine, si vous voulez, des idées de droite, là, des idées nationalistes de droite, etc., sont aussi à l'origine des sciences sociales telles qu'on les connaît maintenant. Alors, il y a une espèce de connexion là, parce que, vous allez comprendre, d'un point de vue philosophique, c'est facile à comprendre, on voit, des gens comme Rousseau ou Kant, tout ça, disaient la société se crée sur un phénomène de contrat social. Des gens décident de vivre en commun et donc de séparer leurs responsabilités et leurs devoirs et leurs droits. Et ils le font dans une constitution. Et là, ce qu'on découvre, évidemment, ce que des gens comme les traditionalistes découvrent, ils ont dit ça, c'est faux. C'est jamais comme ça qu'une société commence. Une société commence avec un langage, avec des coutumes, avec une histoire, avec une identité qui vous vient de bien plus loin et qui vous forme avant même que vous soyez conscient de ce qui se passe. Hein? Vous voyez l'espèce d'opposition entre les deux choses. Pour les gens de l'époque des Lumières, évidemment, c'est clair, c'est un contrat social, c'est fait rationnellement, etc. C'est fait par des adultes qui consentent, si on veut, entre eux. Hein? Alors que pour les traditionalistes, l'idée que la société vient de beaucoup plus loin
et qu'elle vient de plus profond que nous. Hein. On reçoit le langage qu'on a, on reçoit la religion que nos parents nous transmettent, on reçoit tout ce qui nous définit culturellement. Et donc, d'une certaine façon, on n'en a pas le contrôle comme Kant ou Rousseau prétendaient. Hein. Ce n'est pas un contrat social, on est comme ça avec ce que les Allemands vont appeler le Volksgeist, hein, l'esprit du peuple là, qui serait là. Bon, c'est des idées qui s'opposent, mais c'est des idées aussi qui sont à l'origine de l'intérêt pour le folklore, pour les langues, pour les littératures orales, et donc, d'une certaine façon, pour l'anthropologie, pour la sociologie, pour les sciences humaines telles qu'on les a. Et chez Auguste Comte, par exemple, vous avez des éloges à tout casser de ce qu'ils appellent l'école rétrograde, c'est-à-dire les traditionalistes de la génération précédente sont loués pour avoir sauvé ces types de valeurs-là. Et c'est ça qui se passe chez La Liberté. C'est qu'il fait une espèce d'ethnographie d'amateur, enfin, parce que ce n'est pas fait de façon scientifique, mais il sent le besoin de noter tous ces gestes et ces façons anciennes de procéder de manière à sauver le passé, enfin, de manière à en garder, même, j'allais dire, une espèce d'image très caractérisée, très contrôlée. Okay. Finalement, je reviens à Holgate, parce qu'Holgate a été fasciné aussi par ce même genre de problème, de suggérer l'occupation de ces modèles, lui, non pas par des objets qui sont autour d'eux, si on veut, mais par le paysage. Ça, c'est assez astucieux. Hein? Au lieu d'avoir simplement 2-3 petites bébelles autour de soi, là, on avait tout d'un coup un personnage situé dans un paysage. Ici, vous avez un tableau qui est intitulé « The Lumberjack », mais en fait, c'est pas un bûcheron, hein, c'est un draveur, ça. C'est un bonhomme qui est en train, avec sa gaffe, là, de libérer un embâcle avec toutes les billes de bois qui sont derrière lui. Mais ce qui est intéressant disons, de la part de Holgate, c'est donc d'essayer de caractériser son personnage, cette fois-ci, non pas tellement par des outils ou des objets, quoique ça joue un peu, enfin la gaffe qui est là, mais aussi éventuellement par le paysage dans lequel il se retrouve. Par contre, ah oui, j'avais un exemple gravé, en fait, c'est le même personnage qui est vu maintenant plus en action. Hein? Alors, avant, on a un portrait, puis là, on a plutôt quelqu'un qui est en train de travailler, en fait, disons, un tableau de genre, si on veut, hein, plutôt qu'un portrait. Mais on retrouve le même personnage, d'un coup, avec un autre instrument. Au lieu d'être une gaffe, cette fois-ci, il est avec une hache. Hein? C'est le même gars. Hein? Ils se ressemblent, ils ont le même chapeau un peu, ils ont le même allure. Évidemment, là, le paysage est inexistant parce que ce que je vous montre là, grossi comme ça sur l'écran, c'est grand comme ça. C'est grand comme un timbre-poste, d'une toute petite gravure. Alors, il ne pouvait pas beaucoup élaborer sur le paysage derrière, mais au moins, là, il s'en tient à l'outil, hein, comme étant une façon de caractériser l'occupation de son personnage. Puis finalement, on le retrouve une troisième fois, cette fois-ci avec un râteau. Hein. Puis là, je me dis, écoute, ça peut être le même gars qui fait les trois rôles, en fait, d'une certaine façon. Et ça, cette tentation, en fait, de prendre le même visage, si on veut, donc le même portrait, et de le changer de signification, de sens par les objets auxquels il est associé, ça, vous avez une grande tradition, en fait, dans la peinture aussi, vous pourriez trouver ça. Puis je vais juste illustrer ça par un portrait fait par Van Gogh, hein, ou Van Gogh, comme on devrait dire, en tout cas, de toute façon. Van Gogh a représenté ici ce qui paraît être tout à fait un vieux marin, hein, avec le chapeau là, qui mettait en mer, là, avec les oreilles attachées en dessous du menton, comme ça, pour résister à la tempête. Et puis son espèce d'habit qui le couvre complètement, là aussi pour se sauver des eaux. Hein. Alors là, on a dit, ah, c'est formidable, il a trouvé un vieux marin quelque part, puis il a fait un portrait très convaincant de ce vieux personnage-là. Mais en réalité, le costume qu'il emploie ici, il lui appartient pas. Il n'appartient pas au modèle qui est là. Il appartient à Van Gogh. Hein. C'est lui qui a acheté ça. Et ce qu'il a fait, oui, je reviendrai là-dessus après. Il a pris un vieux monsieur qui était dans un hospice de vieillards à côté où il travaillait, et il l'a fait poser avec un costume qu'il avait déjà acheté. Hein. Et là, c'est un peu comme dans mon tableau, ma série de gravures de Holgate, c'est que vous avez un personnage dont on change la nature par le costume qu'on lui impose. Hein. Et c'est ce qu'en art hollandais, on appelait les tronies. Hein. Le tronie, par exemple, classique, c'est vous demandez à quelqu'un de poser en costume. Hein. Comme par exemple, ici, c'est Saskia, c'est la jeune femme de Rembrandt.
tout ça est un peu une façon, si vous voulez, d'exprimer, de faire symboliser son personnage, de faire symboliser quelque chose d'autre. Flore, c'est la déesse de la fertilité, c'est la déesse de la végétation. Il vient de se marier, alors donc on peut dire que c'est une façon d'exprimer des souhaits d'une vie heureuse et fertile. Hein? Alors, et donc, on aurait la même chose aussi chez Van Gogh, sauf que là, évidemment, il ne s'agit pas de fleurs, il s'agit de représenter un vieux personnage comme ça, en marin, en d'autres choses, enfin, en allant chercher un type qui n'a pas dû d'ailleurs payer très cher, à l'hospice des vieux, qui est un peu désœuvré, en fait, qui n'a pas grand-chose à faire, et qui fait ça. Alors, à ce moment-là, là, vous avez... OK, d'accord, l'occupation devient très importante, puis elle est signifiée par un attribut, ça, il n'y a pas de doute, la hache, le râteau, etc. Et éventuellement, avec le danger que le même personnage puisse jouer plusieurs rôles. L'autre chose qu'on voit chez Holgate aussi, c'est qu'il a fait d'autres personnages du même genre, toujours avec des titres assez généraux. Celui-là, il l'appelle le forestier, si je me souviens, enfin, quelqu'un, une espèce de garde forestier. Ça. Fire Ranger, oui, c'est ça. C'est un garde-feu, si on veut, quelqu'un qui s'occupe des forêts. Et dans son cas, on connaît son nom, c'est un monsieur Fournel, donc un Canadien français, puis il y a un fusain préparatoire, si on veut, de 3/4, comme ça, peut-être pour que les jeux de lumière soient plus forts, il cligne des yeux. Et là, la chose, si vous y pensez un petit peu, on a l'impression que le paysage auquel il est associé, cette fois-ci, c'est l'été. Hein? Tout à l'heure, la drave qu'on avait, le draveur, lui, c'est au printemps, évidemment, que les embarques se mettent à se défaire, puis là, c'est là que les draveurs sont le plus effectifs. Et là, je me suis demandé, est-ce que chez Holgate, on aurait, en plus de cette idée de représenter des activités, hein, comme là, un garde forestier qui préserve les forêts, aussi l'association avec des saisons. C'est-à-dire qu'on aurait non seulement une signification spatiale, associé au tableau, mais aussi temporel. Hein? Aussi, chaque saison aurait son personnage. Puis quand on parle là-dessus, évidemment, on les retrouve. C'est-à-dire, tout d'un coup, il a fait un skieur. Hein? Et avec, d'ailleurs, là, évidemment, c'est évidemment l'hiver. Hein? Et là, ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, le skieur, le skier, hein? Vers 1935. Qui est un tableau que vous pouvez voir ici, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et puis on voit, j'ai mis à droite une petite pochade qu'il avait faite du Mont-Tremblant et qu'il a manifestement utilisé comme arrière-fond de son tableau. Hein. Donc, le même rapport, personnage dans un paysage, mais là, on quitte le ruralisme, on quitte les forêts puis les travailleurs de la terre. Là, on est dans un skieur. Et d'ailleurs, paraît-il, il est très fameux, ce bonhomme-là. Il s'appelait Herman Smith Johansson et plus connu sous le nom de Jack Rabbit. Et il a skié toute sa vie. Il est mort à 106 ans. Alors, le ski conserve. Hein, c'est mieux que l'alcool. Alors, il a... en tout cas, il paraît-il que c'est un personnage célèbre comme ça. Et là, on voit, c'est intéressant, c'est-à-dire que là, pour Holgate, de jouer sur le problème de l'occupation n'est pas nécessairement lié, comme chez César Côté ou comme chez La Liberté, au terroir. Hein? On se détache de ça. On présente, au contraire, là, des occupations beaucoup plus variées, beaucoup plus moins définies. Et finalement, je me suis dit, bon, on a le printemps, on a l'été, on a l'hiver, il nous manque l'automne. La voilà. Hein? Alors, celui-là, il a appelé ça le naturaliste. Et c'est un portrait de Henry Jackson, qui est le frère de Hay Jackson, le peintre. Hein? Et M. Henry Jackson était en effet un naturaliste. On avait fait au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa, il y a plusieurs années, quelques années en tout cas, une exposition des dessins que ce monsieur Jackson avait fait représentant des champignons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Enfin, il y avait une exposition, et c'est lui d'ailleurs qui a illustré le livre de Pomerleau là, sur les champignons du Québec. Enfin, c'est un naturaliste pour vrai. Et là, c'est ça, il est représenté avec ses longues vues dans un paysage d'automne. Enfin, regardez derrière, là, on commence à voir un peu les couleurs des arbres, etc. Et donc, systématiquement, on a joué sur les associations, cette fois-ci, d'un personnage avec un paysage, mais aussi avec les saisons. Hein, évidemment, ça ne s'applique pas à tous les tableaux de Holgate, puisqu'ici, ça s'appelle, Paul le trappeur ou Paul le conducteur de chien. Enfin, on voit ça, il change de temps en temps alors là, évidemment, il y a pas on est à l'intérieur en plus.
La seule chose qui, pour sûr, c'est que c'est un Canadien français puisqu'il y a un crucifix sur le mur. Hein? Ce serait pas possible dans une maison protestante. Alors, et là, il le représente comme ça aussi de façon un peu neutre. Là, on ne voit pas trop son activité. Hein? Vous auriez donc, chez Holgate, on n'a pas cette compulsion à la ethnographique qu'on avait chez La Liberté. Hein? Et on n'a pas non plus cet attachement exclusif au rural, hein, et à l'agriculture. Et à mon sens, par contre, le genre de problématique, le genre de suggestion des occupations ou du type du personnage, comme ça, d'une façon un peu plus profonde que simplement par la structure de ses os, de sa façon de se présenter, je pense que Holgate a vraiment réussi à faire ça aussi, à apporter ce témoignage-là. Hein. Alors voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va travailler sur l'idée de classe sociale et en particulier en fait, sur la classe ouvrière. Vous allez voir que là, au contraire, on va définir le personnage par rapport à sa société plutôt que par son occupation. Merci.